Alors, bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans cette conférence de la série Onomastics Online, Onomastique en ligne. Et cette série de conférences aborde d'importants sujets d'actualité liés au nom propre et à la dénomination. Et elles sont proposées par des chercheurs éminents de divers milieux universitaires et les conférences démontrent l'importance et la nature multidisciplinaire de la recherche onomastique. Toutes ces conférences sont en ligne. Vous pouvez les consulter dans la chaîne YouTube de la série. Et au nom de l'International Council of Onomastic Sciences, je donne la bienvenue. Notre président, Stéphane Nyström, est présent et je le salue. Et donc, je vais présenter notre conférencier. Il disposera de 45 minutes pour exposer son travail et les 15 dernières minutes seront consacrées aux échanges avec le public. Alors, je présente Marc-Alexandre Beaulieu, qui a une maîtrise en biologie médicale ainsi qu'une autre maîtrise en terminologie et traduction à l'Université Laval au Québec, au Canada. Il termine en ce moment un doctorat en linguistique historique et en langue autochtone d'Amérique du Sud à l'Université de Leiden aux Pays-Bas. Plus précisément, ses études portent sur la toponymie de la Colombie, de l'Équateur et du Pérou au XVIe siècle. Il a publié de nombreux articles, principalement sur l'onomastique, notamment dans la Rivista Italiana di Onomastica, la nouvelle revue d'onomastique, ainsi que dans la revue Onomastica Canadiana. Un des prochains champs d'études du conférencier sera l'onomastique paléo-hispanique. Alors, sa présentation s'appelle « Le rôle des anthroponymes dans la toponymie des Andes tropicales au XVIe siècle ». Vous avez donc la parole, Monsieur Beaulieu, on vous écoute. Bonjour, bonjour Yolanda. Merci beaucoup pour cette belle introduction. J'aimerais aussi vous remercier pour me permettre de présenter des résultats de recherche en français. J'aimerais remercier aussi de façon plus générale la direction de l'ICOS pour rendre cette conférence possible. Finalement, j'aimerais remercier aussi le public pour l'intérêt qu'il manifeste pour la présente communication. Donc, comme Yolanda le disait, je termine en ce moment des études de doctorat sur les toponymes d'Amérique du Sud du 16e siècle. Et quand Yolanda m'a parlé de son souhait d'avoir plus de communication sur les anthroponymes, j'ai tout de suite pensé que dans ma base de données, j'ai un nombre significatif de toponymes d'origine anthroponymique. J'ai donc cru qu'il serait intéressant de parler de ce type de transonyme dans la présente communication. À remarquer que la notion de transonyme n'est pas encore très connue dans le monde francophone et je vais tenter de la caractériser de mon mieux. Donc, comme Yolanda m'a fait savoir, ou nous a informé, j'ai changé un peu le titre de ma présentation. C'était au départ, c'était les toponymes, les anthroponymes incas utilisés dans la toponymie péruvienne. J'ai changé pour le rôle des anthroponymes dans la toponymie des Andes tropicales au 16e siècle pour inclure l'Équateur et la Colombie. Mais je vais parler de la toponymie inca plus tard, comme je vais vous le montrer. Donc, pour commencer, il n'y a aucune étude panandine consacrée exclusivement à l'anthropotoponymie au 16e siècle. Donc, une synthèse globale reste un chantier ouvert et pourrait représenter une contribution majeure à l'onomastique andine. Donc, voici le plan de ma présentation. Donc, il va y avoir une introduction que je viens de terminer. Il y a des considérations théoriques qui vont durer environ 8 minutes. Je vais parler aussi des anthropotoponymes de Colombie qui va durer 12 minutes. Je vais prendre la peine de définir ce que c'est un anthropotoponyme dans les considérations théoriques. Je parle du même type de toponyme en Équateur, 5 minutes. Ceux-là du Pérou, 8 minutes. Les anthropotoponymes de Cusco, 4 minutes. Puis
puis je vais parler aussi des autres transonymes pendant 5 minutes. Et je vais terminer par une conclusion. Donc, les considérations théoriques, faut savoir qu'il y a une circulation des toponymes et des anthroponymes qui deviennent ainsi des transonymes. Un transonyme, c'est quoi? C'est un nom qui change de catégorie référentielle. Un exemple bien connu de transonyme, c'est Washington. Le George Washington, c'était un nom de personne et c'est devenu un nom de lieu, Washington, D.C. C'est devenu aussi un nom d'un État dans le nord-ouest des États-Unis. Ça m'amène à vous parler du triangle sémiotique pour mieux comprendre la notion de transonymie. Le triangle sémiotique est composé d'un signifiant, c'est la partie graphique ou acoustique d'un signe, le signifié, qui est la partie sémantique d'un signe, et le référent, c'est ce à quoi le signifiant fait référence. Ça peut être, on s'est connu aussi sous le nom d'objet. Donc, les composantes du triangle sont en quelque sorte vivantes, c'est-à-dire que leurs composantes changent. Par exemple, on peut avoir un changement du signifiant, New Amsterdam pour New York, alors que le référent reste le même. Le référent peut aussi changer. J'ai donné l'exemple de George Washington, qui désigne une personne et on change de catégorie référentielle en désignant un lieu par la suite. Ce que je vais montrer dans la prochaine diapositive, c'est que la richesse du référent, que ce soit le territoire, des sociétés ou la biodiversité, ça mène à une richesse des pratiques de dénomination. La région à l'étude dans la présente communication, c'est les zones tropicales. Les zones tropicales, ça comprend la Colombie, l'Équateur et le Pérou. Ça comprend aussi une partie de la Bolivie et du Venezuela, sauf que je ne vais pas les traiter. Je vais traiter principalement de la Colombie, de l'Équateur et du Pérou. Ça, c'est en vert. En jaune, on a les Andes arides qui comprend la Bolivie, le Chili et l'Argentine. Et à la pointe sud, on a les Andes humides qui comprennent le Chili et l'Argentine. Donc, les Andes tropicales sont une région qui est particulièrement riche sur la plante biologique. Il y a 45 000 espèces végétales, dont 20 qui sont endémiques. Il y a 1500 espèces de vertébrés endémiques. Il y a plus de 1500 espèces d'oiseaux, 500 espèces de reptiles, 800 espèces d'amphibiens. En fait, 1/6 de toutes les espèces végétales du monde entier se trouvent dans les Andes tropicales, alors que les Andes tropicales ne couvrent seulement, ça ne comprend pas 1/6, mais plutôt 1% de la surface de la Terre. Donc, c'est une idée pour indiquer la richesse de la région. Moi, ce que je fais un lien, je reflète la richesse biologique, reflète la richesse des civilisations qui ont vécu dans les Andes tropicales. On n'a qu'à penser à Chavin de Huántar, Wari, Tiwanaku, Mochica, les Muisca et les Incas. Maintenant, j'ai une représentation du lexique et de l'onomasticon. Donc, le lexique comprend, comme vous le savez, des unités lexicales ou des noms communs, par exemple, qui se retrouvent en haut parce qu'ils désignent un grand nombre d'objets. Plus on descend dans l'arbre, plus ça devient spécifique. Donc, le nomasticon et le lexique comprend une partie de l'onomasticon, et l'onomasticon comprend un ensemble de noms propres qui souvent désignent un seul objet. Donc, on a le nom propre qui est la seconde substance et l'objet qui est la première substance. Donc, on pourrait considérer, par rapport aux diapositives que j'ai montrées tantôt, que les Andes tropicales, c'est le référent andin qui peut être subdivisé en une grande quantité de noms propres. Une projection que je trouve particulièrement importante, c'est la suivante. C'est la relation entre le nom commun et le nom propre. Comme je le disais, les noms communs ont la propriété de désigner un grand nombre d'objets, alors que le nom propre leur désigne souvent qu'un seul. Donc, l'extension, c'est le nombre d'objets désignés par le nom. L'intention, c'est l'ensemble des propriétés communes désignées par un seul nom. Et la relation entre nom commun et nom propre est inversement proportionnelle, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un nom qui va désigner à la fois un grand nombre d'objets et pour un objet particulier, un grand nombre d'attributs qui est propre à cet objet-là. C'est une question d'équilibre. Donc, les deux sont spécialisés
dans leurs champs respectifs. Donc, le nom commun désigne un grand nombre d'objets et le nom propre désigne un grand nombre de propriétés pour un objet donné. Maintenant, je vous présente un schéma qui est un peu exagéré, voire humoristique. C'est la distinction entre le lexique mental et l'onomasticon. Il faut savoir qu'Aristote considérait que les spécifiques étaient plus proches des sens que les génériques. Moi, je fais la comparaison en disant que les spécifiques, c'est des noms propres, alors que les génériques, c'est des noms communs. Donc, en ce qui concerne l'exemple présenté ici, on a une représentation du système optique avec l'œil qui est surreprésenté et on aurait une intention qui est plus élevée au niveau du nom propre. Le nom propre est ainsi sensoriel, plus sensoriel que cérébral, alors que le nom commun l'extension est plus élevée et il est plus cérébral que sensoriel. Donc, les noms propres des spécifiques ont plus tendance à véhiculer une information sensorielle, alors que les noms communs des génériques ont plus tendance à véhiculer une information cérébrale. Ça m'amène à vous parler de deux spécifiques qui ont été inventés au 19e siècle, c'est-à-dire toponyme et anthroponyme. C'est les deux principales branches de l'onomastique, soit la toponymie et l'anthroponymie. Le terme toponymie a été proposé en 1870 et le terme anthroponymie a été proposé en 1887 par l'aide de Vasconcelos sous leur forme portugaise. Donc, ce qui est important avec cette diapositive-là, c'est de remarquer que les notions de toponyme et d'anthroponyme n'existaient pas en soi à l'époque de la conquête hispanique de l'Amérique du Sud au 16e siècle. Avant de commencer les exemples que j'ai pour chacun des pays d'anthropotoponymes, j'ai quelques informations de base à communiquer. Premièrement, j'ai une citation de Saldana qui dit que sans données, vous n'êtes qu'une personne de plus avec une opinion. Donc, je pourrais parler de beaucoup de généralisations si je voulais, mais si je n'avais pas les données toponymiques, je ne pourrais pas appuyer mes généralisations. Donc, toutes les données seront présentées de la même façon. L'information va être un peu répétitive, mais ça sera utile pour comprendre des notions assez complexes. Donc, il y a environ 25 toponymes que je présente sur un total de 150 qui constituent ma thèse. J'en ai 150 dans ma thèse. Et ce qui est important, c'est que 15 de ce 150-là sont des anthropotoponymes. Donc, c'est une catégorie qui n'est pas à négliger. Les anthroponymes de cette section font tous référence à des chefs ethniques, à des caciques ou des Curaca. Le premier exemple, c'est Uraba. On va commencer avec la Colombie. Je vous explique comment l'information va être présentée dans les prochaines projections. On va avoir en haut à gauche la situation géographique du toponyme en question, la localisation. En haut à droite, on a une définition en vert. Comment la définition elle est construite? Je présente tout d'abord un point d'ancrage qui est un générique, c'est-à-dire je dis que Saint-Sébastien de Uraba, c'est une ville. Je présente par la suite le domaine, qui fait partie de la Colombie. Puis par la suite, je présente trois spécifiques. Un spécifique toponymique, département de Antioquia, fondé par Alonso de Ojeda, donc c'est un spécifique anthroponymique. Et je dis le 20 janvier 1510, c'est un spécifique temporel. Avec ces trois spécifiques-là, on est capable de délimiter l'ensemble des toponymes à l'étude. On est capable d'isoler les uns les autres, donc les situer dans un réseau. En bleu, je présente des renseignements complémentaires qui se veulent encyclopédiques, qui sont complémentaires à la définition. Dans ce cas-ci, ce serait le premier établissement édifié dans la zone actuelle d'Uraba d'Arienne, donc Saint-Sébastien de Uraba, au nord-ouest de la Colombie et à l'est du Panama. La région Saint-Sébastien de Uraba est maintenant comprise dans le territoire des départements d'Antioquia et de Choco, à proximité de la baie d'Uraba, associée au groupe ethnolinguistique Choco. Maintenant, je vous présente la section qui est la plus importante, d'après moi, des projections. C'est le rectangle en bas. C'est là que je fais le lien entre l'anthroponyme et l'anthropotoponyme. Comme je disais, l'anthropotoponyme, c'est un toponyme qui est formé à partir d'un anthroponyme. Et
le lien à faire entre ces deux catégories-là, c'est le nom qui coïncide. C'est le même nom. Donc, il peut y avoir des variations orthographiques, mais la plupart du temps, il y a une correspondance parfaite. Et je présente à la gauche les sources où j'ai pris la constatation que ces deux noms-là étaient identiques. Donc, pour attester la forme anthroponymique de Uraba, je me suis servi de la source de Simon. Puis pour la forme anthroponymique de Uraba, c'est attesté aussi dans Simon, dans les mêmes pages environ aussi. C'est des sources du 16e siècle. Maintenant, le prochain toponyme, c'est Ayapel. Ayapel est une ville de Colombie du département de Cordoba, fondée par Alonso de Heredia le 25 septembre 1535. Comme renseignement complémentaire, il faut savoir que Ayapel faisait partie de la province de l'Empire Zenu, endroit où les Autochtones mirent au point diverses techniques comme la construction de terrasses et de systèmes d'irrigation. La seconde fondation s'est produite 35 ans plus tard sous le nom de San Jerónimo del Monte par Rodas Carbajal. La ville a été transférée en 1575 sur la rive de Marais et le nom a été remplacé une autre fois par la dénomination Villa de San Jerónimo de Ayapel en hommage au cacique de la région. Donc ici, Ayapel désigne à la fois une personne et la ville. La forme anthroponymique est attestée toujours dans Simon et la forme anthropotoponymique dans Simon aussi, mais à une page différente. Maintenant, Popayan, les autres toponymes que j'ai présentés se situent plus au nord de la Colombie. Maintenant, Popayan se trouve au sud. C'est une ville dans le département de Cauca, fondée par Sébastien Belalcázar en 1537. La ville est située dans la vallée de Pubenzé, entre la cordillère occidentale et la cordillère centrale, à proximité d'Équateur. C'est le nom d'un des principaux caciques de la région, Popayan. Son frère avait pour nom Calambas. Donc, beaucoup de sources que je présente dans Colombie, ça vient de Simon, qui est un auteur fiable. Cette fois-ci, je présente des sources qui viennent de César de León, qui est très fiable aussi. Donc, le Popayan désigne une personne, un chef ethnique, et ça désigne aussi la ville. Si on retourne maintenant dans le nord de la Colombie, on a Mompox, ville du département de Bolivar, fondée par Don Alonso de Heredia en 1540. Comme renseignement complémentaire à la définition, il faut savoir que le déterminant Mompox coïncide avec le nom du cacique Mompox, qui exerçait son autorité sur un établissement autochtone situé sur le site de la ville actuelle. Les habitants de Mompox furent les descendants de la civilisation Malibu. Donc, il y a une coïncidence dans les noms. Mompox, qui désigne à la fois la personne et la ville, et c'est attesté, on revient avec les sources de Simon. Toujours avec les sources de Simon, on a Tamalameque, une ville de Colombie, du département de César, fondée par Lorenzo Martin le 29 septembre 1544. Comme renseignement complémentaire à la définition, il faut savoir que c'est à l'origine un village autochtone situé sur une île du marais Zapatosa. Le cacique dénommé Tamalahuataca ou Tamalamec, donc c'était le nom du cacique. En raison des attaques incessantes perpétuées par les colons espagnols, les Autochtones transférèrent la population dans les environs de la rivière César, désormais désignée par le nom Tamalameque, à l'origine d'un établissement chimilaire connu sous le nom de Tamara. Ici, on a un cas de multidénotation extrême où Tamalameque désigne un chef ethnique, un lac, une province et une ville. Donc, Tamalameque, la ville, doit son nom au chef ethnique. C'est toujours dans Simons, dans deux pages différentes. Buritica. Buritica, c'est une ville de Colombie du département d'Antioquia fondée par Juan de Badillo le 15 janvier 1514. À l'arrivée des conquistadors espagnols, le territoire est habité, selon les chroniques, par des tribus autochtones du groupe des Casios. Ça appartenait à l'importante famille linguistique des Chibchas. Les Casios vivaient dans la région dirigée par un cacique dénommé Buritica. Donc, encore une fois, on a l'égalité entre le nom de personne et le nom de la ville, toujours dans Simon. Pour terminer, la Colombie, j'ai deux toponymes du plateau de Cundiboyacense qui méritent vraiment d'être analysés à part, étant donné la densité de la population.
qui était originalement de culture Chibcha ou Muisca. Donc, le toponyme que j'ai relevé, c'est Suesca. C'est une ville de Colombie du département de Cundinamarca, fondée par Jiménez de Quesada en mars 1537. Comme renseignement encyclopédique, il faut savoir que c'est à 63 km au nord de Bogota. Un point que j'aimerais qu'on porte notre attention ici, c'est selon Fernandez de Oviedo, qui a vécu en 1478 et 1557. Toutes ces terres étaient divisées en provinces, donc on parle des terres du Cundinaboyacense, et étaient attribuées à chaque seigneur une vallée, et la vallée et le seigneur portèrent le même nom. Maintenant, Bogota, la capitale de la Colombie, ça peut aussi être considéré comme un entrepôt toponyme. C'est une ville de Colombie du département de Cundinamarca, fondée par Gonzalo Jiménez de Quesada le 6 août 1538. Comme renseignement encyclopédique, il faut savoir que Santa Fe de Bogota, ou de nos jours Bogota, c'était le nom de la ville. Le Zipa, Bogotá Usaqué ou Usaqué, était à la tête d'une importante population vivant dans la ville de Moqueta. Était également dénommé Bogoté, les personnes sous l'autorité du Zipa, et c'est sous ce nom qu'elle demeure connue auprès des Espagnols. Donc, Bogoté désigne la personne, le chef ethnique, et le Zipa, si on pourrait dire dans ce cas-ci, et la ville. C'est attesté dans Simon, encore une fois. Maintenant, si on porte notre attention sur les entrepôts toponymes de l'audience royale de Quito, qui correspond à l'Équateur aujourd'hui, il faut savoir, avant d'aborder ces toponymes-là, que les entrepôts toponymes dans cette section font référence à des chefs ethniques, à des personnages semi-légendaires. Dans la section de Colombie, ça faisait référence exclusivement à des chefs ethniques. Une observation intéressante qui découle de mes travaux de recherche, c'est que j'ai l'impression que le taux de renouvellement des entrepôts toponymes semble élevé. Il semble avoir un remplacement d'ethnotoponymes à chaque génération. Et dans le cas en ce qui concerne la conquête hispanique, ça a eu pour effet que les noms ont été figés grâce à l'écriture. Le premier toponyme que je présente pour l'Équateur, c'est Otavalo. Vous pouvez voir dans l'indicateur rouge, un peu au nord de Quito, dans l'illustration à gauche. C'est une ville de l'Équateur, de la province de Pasto, fondée par Sébastien de Belalcázar en décembre 1534. Dans cette région, comme dans bien d'autres régions d'Amérique du Sud, les noms autochtones étaient employés de façon interchangeable, comme anthroponymes et toponymes. Donc, c'est une observation qui va dans le sens de ce qu'on a marqué pour la Colombie. Cependant, ça vient d'une source qui est plus récente, des années 2000. Et je pense que Chantal Caillavet fait référence aussi aux nombreux toponymes secondaires que je n'ai pas abordés, que je n'aborde pas dans la présentation. Donc, Otavalo désigne une personne et une ville. La forme anthroponymique est attestée dans César de León, alors que la forme anthropotoponymique était attestée dans la Visita de Zoria à la provincia de Otavalo. Quito, la capitale de l'Équateur, peut aussi être considérée comme un anthropotoponyme. C'est une ville de l'Équateur de la province de Pinchicha, fondée par Sébastien de Belalcázar et Diego de Almagro en décembre 1534. Comme renseignement complémentaire, on a que San Francisco de Quito, ou tout simplement Quito, est la capitale politique du pays et représente la deuxième ville la plus peuplée après Guayaquil, soit son pendant économique situé sur la côte. Une des plus importantes confédérations de la région fut connue sous le nom des Quitu. L'origine du nom Quito a fait l'objet de nombreux débats. Le nom peut provenir de l'ethnonyme Quitu ou de l'anthroponyme Quitumbe, un personnage mythique qui aurait fondé la ville pré-inca de Quito. Donc, pour la légende de Quitumbe, on peut le retrouver dans Oliva, alors que la désignation de ville, on a une occurrence, on a une attestation d'Aponce de Leiva. Maintenant, Guayaquil, j'ai parlé que c'était le pendant économique de Quito. C'est une ville de la province de Guayas, fondée par Sébastien de Belalcázar le 25 juillet 1535. Comme renseignement complémentaire, on a que le nom Guayaquil a pour origine un curacas de la région, ainsi dénommé Guayaquilé. Ce nom pourrait appartenir à la langue Chono, qui pourrait avoir désigné une rivière. La ville a été relocalisée à plusieurs reprises. Donc, Guayaquil désigne la personne et la ville aussi.
La forme anthroponymique est attestée dans Archivo General de Indias, alors que la forme anthropotoponymique est attestée dans Cieza de León. Maintenant, Cuenca, qui se trouve proche de Guayaquil, mais plus au nord-est, au sud-est. C'est une ville d'Équateur de la province des Canaries, fondée par Gil Ramirez Avalos le 12 avril 1557. Cuenca a été édifiée à 50 lieues au sud de Quito. Le nom antérieur de Cuenca était Tomebamba. Tumibamba, Tomebamba ou Cuenca de Tomebamba. Le générique Bamba signifie en quechua plaine, tandis que le spécifique Tomé pourrait pourrait être un anthroponyme pré-inca désignant le fils du légendaire Quitumbe qu'on a vu à quelques diapositives auparavant, qui est aussi connu sous la variante Tomé. Donc, ça fait partie ce nom-là est attesté dans Oliva, qui mentionne aussi Quitumbe, et la forme anthroponymique, Cuenca de Tomebamba, est attestée dans Ponce de Leyva. OK. Je ne comprenais pas pourquoi le titre apparaissait pas ici. Maintenant, je présente les toponymes, les anthropotoponymes de l'audience royale de Lima, donc du Pérou, qui rejoint plus le titre de ma présentation initiale sur les anthropotoponymes incas. Avant de commencer la présentation, il faut savoir que les anthropotoponymes dans cette région font référence à des chefs ethniques, à un personnage semi-légendaire qui rejoint Quitumbe, qu'on a vu précédemment pour l'Équateur, ou à un monarque pré-inca. Tumbes, qui se trouve très proche de l'Équateur, en fait, ça se trouve à la limite extrême du nord-ouest du Pérou. C'est une ville du Pérou de la province homonyme, fondée par l'explorateur de Nouvelle-Terre dénommé Quitumbe. Donc, comme renseignement encyclopédique, on a que les Tumbesinos appartenaient au groupe ethnique des Tumpis, l'hypothèse selon laquelle ce groupe ethnique pouvait être apparenté au groupe ethnique des Tayanes, qui se trouvait plus au sud, n'a pas encore fait l'objet d'un consensus parmi les historiens. À remarquer que les interprètes Tayanes de Francisco Pizarro communiquèrent avec aisance avec les Tumpis. Cependant, des différences peuvent être observées dans leurs vêtements. Pour résumer, maintenant, ça fait déjà 3 toponymes qu'on fait référence à Oliva et au légendaire Quitumbe. Donc, je résume. Le père de Quitumbe était dénommé le cacique Tumbe, donné naissance à Tumbes. Quitumbe même a donné naissance à Quito. Et le fils de Quitumbe, le cacique Tomé, a donné naissance à Tomebamba. Donc, en ce qui concerne Tumbes, ça désigne la personne. Et la ville, c'est Tumbes. Donc, il y a vraiment une coïncidence entre les deux termes en jaune. La forme anthroponymique se trouve dans Oliva, tandis que la forme anthropotoponymique se trouve dans Cieza de León. Vilcas Waman, je suis particulièrement heureux de présenter ce toponyme-là parce que c'est moi qui ai fait l'équivalence, au meilleur de mes connaissances, c'est moi qui fais l'équivalence entre le nom de la personne et le nom de la ville. Au meilleur de mes connaissances, je ne pense pas qu'on avait décodé Vilcas Waman comme un anthropotoponyme. Donc, Vilcas Waman, c'est une ville du Pérou, de la province homonyme. L'anthroponyme Wilca Waman, l'attestation se trouve dans Montesinos, désigne un souverain pré-inca qui régna pendant 60 ans et durant une période antérieure à la fondation de Cusco par Manco Capac et par son épouse ou sœur Mama Ocllo. Ce fut donc une source d'inspiration pour les dirigeants incas lorsque fut venu le temps de nommer cette localité. Le dirigeant pré-inca eut comme prédécesseur Huanacori, qui régna pendant 10 ans, et comme successeur Huaman Capac, qui régna pendant 40 ans, toujours avant la fondation de Cusco, au 11e ou 12e siècle de notre ère. Même Huanacori et Huaman Capac, je ne les présente pas ici, mais je soupçonne qu'ils sont utilisés comme toponymes aussi. Donc, on a Wilcahuaman qui désigne le roi pré-Inca, avant l'avènement des Incas. La forme Vilcas-Huaman, c'est la forme anthroponymique qui est attestée dans Relations Geográficas Indias, alors que la forme anthroponymique est attestée, comme je disais, dans Montesinos. Si on se dirige maintenant vers le sud du Pérou, à Ica,
c'est pas la meilleure carte qu'on peut avoir du Pérou. Cependant, on voit où se trouve Ica avec le cercle rouge. Donc, Ica, c'est une ville du département homonyme fondée par D. Luis Jerónimo de Cabreras y Toledo le 17 juin 1563. Comme renseignement encyclopédique, il faut savoir qu'un document notarial fait mention d'un cacique portant le nom de Nanasca, marié à Béatrice Iacoucouchi, une autochtone baptisée, sur la fille de Alonso Huaman Aguirre, le cacique principal de l'Orine Ica, l'un des 3 caciques principaux que les Espagnols rencontrèrent à Ica à leur arrivée. Donc, Quirandria Alvarez fait valoir que le nom Ica est dérivé du nom de ce cacique, la dernière partie du nom de cacique, c'est-à-dire Huaman Ica. Donc, ça viendrait d'un chef ethnique. Donc, on a ici Ica qui désigne la personne, un chef ethnique, et la ville. La désignation anthroponymique vient du testament de 1589, alors que la forme anthroponymique est attestée dans Garcilaso de la Vega. Maintenant, Nazca, qui est un peu plus au sud d'Ica, toujours avec la même carte que tantôt. Nazca, c'est une ville du département d'Ica fondée par Alonso de Mendoza le 17 novembre 1591. Le cacique principal que les Espagnols rencontrèrent à Nazca au moment de leur arrivée dans la région était dénommé Nanasca, aussi connu sous le nom de Santiago Garcia à la suite de son baptême. À ce moment, la ville était connue sous le nom de Santiago de Cajamarca del Valle de Nazca et plus tard sous le nom de Villa de Nazca del Valle de Nazca. Éventuellement, le nom fut simplement abrégé pour donner la forme suivante, Nazca. Donc, Nazca désigne la personne et la ville. La désignation de la personne vient du testament qu'on a vu pour Ica, c'est le même document, alors que la désignation de la ville, c'est toujours dans Garcilaso de la Vega. Maintenant, le dernier toponyme pour le Pérou, c'est Arequipa, qui se situe encore plus au sud. Arequipa est une ville du Pérou, du département homonyme, fondée par Garcia Manuel de Carvajal le 15 août 1540. Donc, Arequipaquiqui, le premier élément du nom de personne, était le fils de l'Inca Kanaki. Il faut signaler d'autre part que cet important anthroponyme Ari ou Aré se trouve dans les toponymes complexes de la région comme Arikara, plus tard Larekara ou Ariyunga ou Arequipa. Cette constatation-là vient de Louis Giraud dans une de ses publications de 1984. Il faut savoir aussi que Kipa est aussi utilisé pour désigner une autre ville de la région, de façon en un seul mot, pas deux mots ensemble. Donc, Arequipaquiqui désigne le cacique. La ville est désignée par le nom Arequipa. La forme anthroponymique est attestée dans Archivos Nacionales de Bolivia, 1604, alors que la forme anthroponymique est attestée dans Cieza de León, 1532-1550. Maintenant, mon attention va porter plus sur Cusco, la ville du soleil de Viracocha. Je suis désolé, une partie de la mention de Cusco n'apparaît pas dans la diapositive. Ici, c'est important de mentionner quelques notions pour mieux comprendre la complexité de la nomenclature des noms à Cusco. Premièrement, il faut faire une distinction entre un sens lexical et un sens associatif. Le sens lexical, c'est probablement la plupart du temps véhiculé par le nom commun. C'est le signifié du nom commun. Alors que le sens associatif est un sens qui est plus proche du nom propre, où on voit qu'il y a un changement de catégorie référentielle. Une autre notion importante à prendre en considération aussi, c'est que la notion de générique et de spécifique qu'on a vu dans l'introduction, absolument, quand on utilise un générique et un spécifique dans un nom, un cas par exemple, le générique va être donné par un nom commun, alors que le spécifique, ça va être donné par un nom propre. Les anthroponymes de cette section font référence à des monarques incas et à des personnages semi-légendaires. Donc, le premier toponyme de Cusco que je veux me porter l'attention, c'est Cusi Cancha. Le sens lexical de Cusi Cancha, c'est enceinte, Cancha, de la joie, Cusi. Donc, ça serait, ici, on aurait deux noms lexicaux, deux lexèmes, alors que le sens associatif, ça serait enceinte, qui est un nom commun pour le générique, et
L'enceinte ou vécu Cusi. Cusi, non pas pris dans un sens lexical, mais comme dans un sens associatif. C'était le nom de l'Inca Yupanqui durant son enfance. Donc, il vécut dans cette habitation-là pendant son enfance, ce qui renforce la thèse du sens associatif, c'est justement, il a vécu là, donc l'habitation portait son nom. En ce qui concerne le sens associatif, on a Kuzi qui désigne la personne, c'est-à-dire Inca Yupanqui. La forme anthroponymique, c'est Kuzi Kancha, l'habitation ou vécu Kuzi. La forme anthroponymique est attestée dans Sarmiento de Gamboa, alors que la forme anthropotoponymique est attestée dans Kobo. Maintenant, on garde le terme Kuzi. Au lieu d'avoir Kuzi Kancha, on a Kuzi Pata. Le sens lexical, ça serait place de la joie, alors que le sens associatif serait place de Kuzi, la place de Inca Yupanqui. Pour appuyer cette hypothèse-là, on peut constater que dans cette place importante de Cusco, on a la statue de Inca Yupanqui. Donc, selon le sens associatif, on aurait Kuzi qui désigne encore la même personne, puis c'est attesté dans Sarmiento de Gamboa, alors que Kuzipata, l'anthropotoponyme, est attesté dans Betanzos. Maintenant, Kuri Kancha, on revient avec le Kancha de tantôt, qui est utilisé comme un générique, habitation ou enceinte. Donc, on a Kuri Kancha ou Kuri Kancha. Le sens associatif de Kuri Kancha, ce serait enceinte ou Kancha, rappelant la semi-légendaire Kuri Okyo. Kuri Okyo, c'est un personnage très important dans la lignée Inca. C'est elle qui a donné naissance à l'empire des Incas avec son mari, Manco Capac. Donc, la forme Kuri Kancha est attestée dans César de León, Morroa, Molina et Poma de Ayala. Également connu sous le nom de Inti Kancha. Inti veut dire dieu du soleil. Donc, en plus d'être le dieu de Kuri-Okyo, c'est le dieu du soleil Inti. Une autre variante que j'ai mentionnée tantôt, c'est pour Kuri Kancha, c'est Kori Kancha. Selon Kobo, l'enceinte aurait été construite ou plutôt reconstruite par Inca Yupanqui qu'on a vu dans la projection antérieure. La forme Kori Kancha est attestée dans Garcilaso de la Vega, Poma de Ayala et Montesinos. Pour appuyer la thèse du sens associatif, il faut savoir que des statues de Viracocha, Inti et Mama Okyo furent érigées dans cette enceinte où se trouvait également une large bande de plaques d'or que les Espagnols arrachèrent plus tard des murs de leur sanctuaire. Fait intéressant, le sens lexical de Kuri Kancha serait enceinte d'or. Donc, selon le sens associatif, on aurait Kuri qui désigne la reine des Incas, c'est attesté dans Morua, et la forme anthropotoponymique, l'habitation au vécu Kuri, c'est attesté dans Morua, à une page plus loin. Maintenant, le dernier toponyme pour Cusco, c'est Pacaritambo. Le sens lexical de Pacaritambo, c'est auberge de naissance. Auberge Tambo de naissance Pacarine. Cependant, le sens associatif serait l'auberge Tambo, donc en générique, au vécu Piroa Pacarimanco. Donc, c'est l'auberge au vécu Pacari, qui est un élément du nom Piroa Pacarimanco. Il faut savoir aussi que Piroa Pacarimanco, ça désigne le roi des Incas, le premier souverain des Incas, au même titre que Kuri Okyo. Donc, Piroa Pacarimanco, c'est un autre nom pour Manco Capac. Donc, selon le sens associatif, Pacari désigne une personne et ça désigne aussi un lieu, Pacaritambo. La forme anthroponymique est attestée dans Montesinos, tandis que la forme anthropotoponymique est attestée dans Cieza de León. Maintenant, la dernière section que je vais vous présenter, c'est d'autres types de transonymes. Donc, l'anthropotoponyme, c'est un type de transonyme qui va de la personne au lieu. Maintenant, il y a d'autres catégories. On a par exemple les ethnotoponymes. Donc, c'est le nom d'un groupe ethnique qui est utilisé pour désigner une localité. On a les théotoponymes, nom d'une divinité utilisé pour désigner une localité aussi. Les zootoponymes, c'est un nom d'un animal pour désigner un lieu géographique. Et les phytotoponymes, nom d'une plante utilisée pour désigner une localité.
Ainsi, on a Huancavelica, qui désigne un groupe ethnique d'Équateur. Une partie de la population de Huancavelica a été transférée par les Incas dans le sud du Pérou. Donc, ils furent transférés dans le sud du Pérou à Abancay. Et il y a des mines dans les environs qui prirent le nom de ce groupe ethnique. Donc, Huancavelica désigne le groupe ethnique. Ça désigne aussi une ville ou les mines. La source ethnonymique vient de Benzoni, alors que la forme ethnotoponymique est attestée dans Acosta. Cajamarca, c'est un autre ethnotoponyme, selon mes recherches. Donc, le nom Caja désigne un groupe ethnique qui a aussi servi à nommer une localité. Par la suite, le nom de ce groupe ethnique a également été utilisé comme élément de nom pour désigner en partie la ville de Cajamarca, la ville Marca des Cajas. Donc, le sens, de façon fait intéressant, le sens lexical de Caja, c'est épine. Donc, on aurait ici Cajas, le groupe ethnique, qui est devenu Cajas, la ville, et Caramarca, la ville des Cajas. Donc, pour ce qui concerne la transonymie en passant du groupe ethnique au toponyme, on a tout simplement Cajas, qui désigne le groupe ethnique, et la ville est désignée par le même nom. Donc, la forme étonymique est attestée dans Albornoz, 1581-1584, dans du viol, tandis que la forme ethnotoponymique vient de Trujillo en 1571. Maintenant, Titicaca, littéralement le rocher caca de Titi. Le sens associatif serait un élément de nom rappelant le dieu Kontiti Viracocha, et le sens lexical serait rocher caca d'étain, Titi. Donc, ici, on aurait Titi qui désigne le dieu, et le nom géographique qui est dérivé du dieu, c'est Titicaca. La forme théonymique est attestée dans Betanzos, alors que la forme théotoponymique est attestée dans Cieza de León. Donc, voilà pour Titicaca. Pour Tiwanaku, littéralement le Wanaku de Titi. Ici, on n'a pas de répétition du mot Ti. À l'origine, selon un auteur, on avait Titi plutôt que Ti. Il y a eu une apocope, il y a une troncation de cet élément de nom-là. Donc, ce nom-là rappellerait encore une fois le dieu Kontiti Viracocha. Et les Wanaku, à quoi ça fait référence? C'est des camélidés apparentés au lama, par exemple, un peu plus petits, qui furent sacrifiés au nom du dieu Kontiti Viracocha, tandis que les lamas blancs le fut au nom du dieu Inti. Or, un autre nom pour Tiwanaku, c'est la ville du lama blanc. Donc, le sens lexical de Tiwanaku, ce serait camélidé d'étain. Donc ici, comme théonyme, on a encore la même désignation vers le même dieu, alors que le théotoponyme, c'est Titiwanaku. Ça désigne une ancienne civilisation, une ancienne ville du nord de la Bolivie. La forme théonymique est attestée par Betanzos, 1510-1576, alors que la forme théotoponymique est attestée dans Vizcarra. Maintenant, la capitale des Incas, Cusco. Pour l'analyse étymologique, c'est utile de se référer à Cusco Vixa. C'est un terme complexe désignant les entrailles, Vixa, d'un groupe aviaire précis, Cusco. On ne peut pas encore préciser à quel type d'oiseau ça fait référence, mais ça fait référence à 100%. On est sûr à 100% que ça fait référence à un groupe aviaire en particulier. Ça faisait allusion au sacrifice de ce groupe aviaire. Donc, les entrailles, c'est pour mentionner qu'il y avait un sacrifice qui se faisait. Parmi d'autres noms d'entrailles, Vixa de groupe aviaire, on compte Conte Vixa, Walla Vixa, Sopa Vixa. Le sacrifice de ces groupes aviaires avait pour effet d'affaiblir les lieux sacrés des ennemis, d'où le nom Cusco pour la capitale des Incas. Donc, Cusco désigne un oiseau, un type d'oiseau. Ça désigne aussi la ville. La désignation de l'oiseau est attestée dans Acosta, alors que la désignation de la ville est attestée dans Cieza de León. Mais maintenant, le dernier toponyme à l'étude, n'est pas dérivé d'un animal, mais d'une plante. C'est Chachapoyas. Le nom Puya, la dernière partie du terme complexe, désigne une espèce botanique qui peut atteindre jusqu'à 10 mètres de haut en altitude très élevée, d'où son surnom de reine des Andes. Vous pouvez voir ici l'ordre de grandeur avec les humains qui sont au pied du Puya en question.
Il faut savoir aussi que le terme botanique chacha c'est un terme botanique qui qualifie un végétal qui prend la forme d'un arbuste. À Chachapoyas, les pouillas devaient se trouver sous la forme d'arbustes parce qu'ils n'étaient pas à une altitude aussi élevée que ceux qu'on peut voir en ce moment dans l'image. Donc, c'était pertinent de savoir que, justement, les pouillas à Chachapoyas étaient sous la forme d'arbustes. Le sens lexical de Chachapoyas, c'est homme, chacha, des nuages, mais ça ne suit pas l'ordre syntaxique du quechua ni de l'aymara. On aurait ici la construction maladroite, nuage des hommes. Donc, Chachapoya, ça, ça désigne une espèce botanique et ça a été utilisé pour nommer la ville. Et la forme botanique a été attestée dans Kobo en 1580-1657, alors que la forme toponymique est attestée dans Garcilaso de la Vega. Pour conclure, j'ai l'impression d'avoir à peine effleuré le sujet, parce que des anthropotoponymes secondaires doivent abonder dans la région des Andes, comme le laisse penser Oviedo et Cayavet. Moi, je me suis concentré seulement sur les toponymes les plus connus ou sur ceux où on a le plus d'informations pour rédiger une fiche, par exemple. Donc, plus de 15%, c'est-à-dire 25 sur 150 toponymes abordés dans la thèse du doctorat sur les anthropotoponymes. C'est important de les analyser surtout en tant qu'anthroponyme et non pas en tant que toponyme, non issu d'un anthroponyme, ou encore moins en tant que nom commun. Il faut surtout éviter de chercher un sens lexical dans un dictionnaire bilingue, comme vous savez bien qu'un nom commun, un nom propre, un nom de personne, ça ne s'analyse pas du tout de la même façon qu'un toponyme, et encore moins comme un nom commun. Finalement, les quatre derniers points que j'aimerais pour terminer la conclusion, c'est que la totalité des anthroponymes renvoie ainsi à des chefs ethniques, à des souverains pré-Incas, à des Incas et à des figures semi-légendaires. Le recours à un anthroponyme déjà existant pour former un nouveau toponyme désignant un lieu facilite son intégration dans un réseau sémantique, grâce notamment à la mémoire collective. Il s'agit en fait de quelque sorte d'un recyclage qui se fait. Donc, c'est un moyen peut-être mémotechnique de retenir les noms. Les anthroponymes sont intéressants à utiliser car une partie de l'information qui est rattachée est soit sous la forme anthroponymique, soit sous la forme toponymique. Donc, on peut combiner le savoir qui est rattaché à chacun de ces deux formes-là. Et l'anthropotoponymie ouvre un chantier majeur pour l'onomastique andine, permettant d'exploiter la richesse culturelle du référent andin.